Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du cycle de conférences Patrimeta. Il est consacré ce jour aux actions européennes. On a intitulé cette conférence Investir en Europe aujourd'hui, signaux, moteurs et convictions. Alors bon, comme vous le savez, l'Europe traverse aujourd'hui un moment particulier. Bon, le moment particulier, ils sont plus nombreux qu'on peut l'imaginer. On a des valorisations qui restent attractives, des transitions industrielles majeures et des entreprises qui restent parmi les leaders mondiaux. Cependant, on a un contexte où les investisseurs s'interrogent sur les équilibres entre zones géographiques. Il devient essentiel de comprendre ce qui bouge réellement en Europe et où se situent les réelles opportunités. C'est un peu l'objectif que l'on cherche à poursuivre ce jour avec cette conférence. Alors, pour animer cette session, nous avons la chance d'accueillir Armelle Gadan, Bonjour. associée chez Cara Capital. Bonjour Armelle. Bonjour Pascal. Qui nous fait la joie de bien vouloir mener ce débat. Elle va être accompagnée de deux experts très reconnus sur ce sujet. Alors, à votre gauche, Michel Ménigaud, directeur général adjoint et responsable gestion actions et diversifiée chez Sanso Longchamp AM, donc asset designer maintenant. Voilà, merci, bonjour. Bonjour Michel, et puis Ronald Petitjean, gérant des stratégies actions européennes chez Mirova. Bonjour Ronald. Et bonjour à tout le monde, bonjour, merci. Bonjour. Bon, Armelle, je vous laisse la main pour animer ces échanges. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous rejoindre pour cette conférence sur un sujet passionnant qui revient aujourd'hui en force au cœur des allocations. Faut-il investir en actions européennes? Aujourd'hui, tout est la question. Donc, comme le disait Pascal, on a vu que l'Europe traverse aujourd'hui une phase assez singulière. Longtemps, on a délaissé les actions européennes, souvent au profit des États-Unis. Mais il se dit qu'on retrouve aujourd'hui en Europe des moteurs puissants, que ce soit des moteurs industriels, énergétiques, technologiques, avec des valorisations qui interpellent. Alors, qui interpellent, pourquoi? Notre objectif dans ces 40 prochaines minutes, ça va pas être de dresser un panorama théorique complet et exhaustif, mais vraiment de comprendre est-ce qu'on a quelque chose qui change, est-ce qu'on a un changement de paradigme, est-ce qu'il y a des opportunités en Europe et comment nos gérants ici présents lisent aujourd'hui ce momentum sur les marchés financiers. Donc, on va accueillir, comme l'a dit Pascal, deux sociétés de gestion qui disposent chacune d'une expertise reconnue en actions européennes, avec des approches assez différentes et sûrement complémentaires. On va essayer d'explorer ensemble tous les signaux, les moteurs de performance, les convictions et de déterminer si ces fonds ont une place dans les allocations patrimoniales que nous pouvons faire en tant que conseillers. Donc, je vous remercie à tous les deux, Michel et Ronald, d'être avec nous et à tout le monde aussi. On va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, je vous rassure, on va commencer par une question très simple. Aujourd'hui, comment l'un et l'autre décririez-vous l'environnement des actions européennes? Est-ce qu'on a des dynamiques porteuses? Quelles sont les forces des actions européennes? A-t-on encore aujourd'hui des malentendus qui persistent? Je propose peut-être à, je ne sais pas, Michel de commencer, puis on passera à Ronald. Volontiers. Merci Armelle pour cette question. Alors bon, c'est effectivement une question large. Bateau. Non, j'ai pas dit pas dit ça, mais c'est bien de décrire. Pour cerner le sujet. C'est bien de décrire les choses. Moi, alors très rapidement, parce qu'on n'a pas non plus, on pourrait parler une demi-heure de ça, mais je pense que assez schématiquement, on a aujourd'hui un environnement qui est soumis à deux forces qui s'opposent. D'un côté, on a un environnement géopolitique qui est plutôt anxiogène et qui agit comme une épée de Damoclès sur les actions et pas seulement les actions européennes. Où on a donc ce conflit au Moyen-Orient qui fait ressortir ce risque inflationniste et puis
des anticipations pas très favorables sur les politiques monétaires et donc des risques de hausse des taux qui, on le sait, ne sont pas très favorables pour les actions. Et puis d'un autre côté, il faut reconnaître que, notamment depuis quelques semaines, on voit qu'on a un appétit effréné pour le risque de la part des investisseurs. Il y a beaucoup d'appétit pour tout ce qui est très risqué. Et tout ça est alimenté par des anticipations qui sont très positives autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Et puis tout ça est renforcé, il faut le reconnaître, par une saison de résultats sur le premier trimestre qui a été très positive en Europe aussi. Elle a été très positive aux États-Unis, mais de façon très, très positive aussi en Europe. Donc voilà, il y a deux choses qui s'opposent. Moi, je pense qu'au niveau des malentendus, puisque c'est une question que tu as posée aussi, je pense qu'il ne faudrait pas penser que l'Europe, c'est juste un marché domestique qui ne dépend que de l'activité européenne. Voilà, c'est un gros exportateur. Et que globalement, on a des marchés européens qui sont haussiers, qui ne sont pas loin de leur plus haut, c'est vrai, mais qui sont, à mon sens, beaucoup moins tendus que leurs homologues américains, voire émergents d'ailleurs. Je vais m'arrêter là, je vais laisser Ronald donner son point de vue aussi. Oui, non, mais merci également pour la question et tout à fait d'accord avec toi, Michel. On a des marchés effectivement actions qui sont étonnamment très positifs dans cet environnement effectivement qui est assez difficile, assez compliqué, assez anxiogène, mais effectivement c'est tiré par des résultats d'entreprise qui sont assez exceptionnels au premier trimestre et alors c'est tiré évidemment par des thématiques d'investissement qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, type de la technologie, l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, je crois que les indices sont en hausse de plus de 10% et c'est 85% de cette hausse est due aux entreprises technologiques et aux entreprises liées aux investissements dans les data centers et dans l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même très biaisé. Attention à ça aux États-Unis. Donc il y a un biais de valorisation très fort aux États-Unis qui vient de cette forte orientation technologique de ces marchés américains. Et donc on est vraiment sur des points hauts de valorisation, alors que l'Europe, même si l'Europe a aussi suivi la tendance des marchés haussières, on est sur des valorisations un peu élevées, mais beaucoup moins élevées que les marchés américains, et donc un rattrapage potentiel, là encore, de l'Europe à venir, sachant que l'Europe, comme vous l'avez dit en introduction, a beaucoup de défis à relever, et donc a beaucoup d'investissements à réaliser, a beaucoup aussi de plans d'investissement au niveau européen qui sont en train d'être lancés, à la fois dans la technologie, mais à la fois dans les énergies, évidemment, pour retrouver une sorte d'indépendance énergétique qu'on voit bien, qui a été mise à mal par les différents événements qu'on a connus ces dernières années, et notamment le dernier en date de la guerre dans le détroit d'Ormuz. Donc on est trop dépendant des énergies fossiles, trop dépendant des importations énergétiques étrangères. Donc encore une fois, il faut revenir sur des investissements en Europe pour avoir cette indépendance énergétique notamment, et qui va se développer aussi sur de l'indépendance technologique et industrielle par la suite. Voilà, donc on a vraiment cette différence effectivement de répartition, je dirais, sectorielle et thématique entre les deux marchés, entre les États-Unis et l'Europe. C'est ce qui fait qu'on a un certain malentendu, encore une fois, pour répondre à ta question, mais avec un rattrapage de l'Europe à venir, à mon avis, qui n'est pas encore pris en compte par les investisseurs et par les marchés aujourd'hui. Justement, si on revient sur ce malentendu, puisque je pense que de la part des investisseurs, c'est un vrai frein à l'investissement. En fait, je vous entends que ce soit Michel, quand tu parles de résultats en Europe et avec des marchés au plus haut, mais qui a un beau potentiel, ou que ce soit toi par rapport à ce que tu viens de dire justement, Ronald, sur l'IA. Quand on compare ces marchés européens aux marchés justement américains, est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé ces dernières années? Les valorisations en Europe sont certes plus faibles, mais si le potentiel de croissance n'est pas identique à celui des États-Unis, ça explique aussi peut-être cette faible valorisation. C'est ce qu'on entend souvent, donc je me permets de vous pousser la question. Pour vous, est-ce que vraiment on a un leadership sectoriel sur lequel on doit se positionner? Est-ce qu'on a une dynamique de bénéfices qui fait qu'on peut vraiment aller se positionner sur l'Europe? Est-ce qu'il y a encore des freins qui nous empêchent, nous d'ailleurs, comme conseillers, de renforcer une position européenne face à une position américaine ou au marché émergent quand on parle de dépendance énergétique, de terres rares, de choses comme ça?
Peut-être commencer par toi, Ronald, cette fois-ci, pour Oui. inverser les rôles. Oui, tout à fait. Merci. Oui, alors effectivement, l'Europe, en fait, historiquement, se traite toujours sur une décote en termes de multiples de valorisation par rapport au marché américain. Et c'est vrai que il y a peut-être encore une petite année, juste avant un peu l'explosion des investissements en data center et en intelligence artificielle que l'on a connu, on commençait à avoir un rattrapage de l'Europe, en fait. Un rattrapage de l'Europe parce que, vous l'avez dit, les entreprises européennes ont énormément de leaders, ont énormément d'entreprises innovantes, ont énormément d'entreprises qui sont pas exclusivement, les débouchés sont basés en Europe, c'est des débouchés qui sont basés partout dans le monde et ont donc une forte croissance à l'international. Et donc malheureusement, c'est vrai que les investissements et tout ce développement des hyperscalers, qu'on a vu, des investissements énormes, des capex, qui sont des entreprises américaines et qui se cofinancent finalement entre elles, aidées aussi par la réglementation et les gouvernements américains, font que la dynamique a de nouveau été sur les entreprises américaines. Cependant, aujourd'hui, l'Europe redéveloppe des mesures et des plans d'investissement européens qui vont permettre pour nous de rattraper ce décalage de croissance. C'est vrai qu'on a des estimations générales de croissance, de résultats pour les entreprises américaines qui sont autour de 10-15% et les entreprises européennes plutôt entre 5 et 10%. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pense que le marché n'a pas capté, c'est que cette reprise en main du destin européen va permettre de générer des fortes croissances, des résultats des entreprises à l'avenir beaucoup plus importants que ce qu'on avait par le passé, de rattraper en fait le décalage que l'on a par rapport aux États-Unis. Voilà, donc je pense que c'est un des éléments moteurs qui arrive et donc voilà, c'est une des thématiques très porteuses pour l'Europe dans les années à venir. Donc je pense que voilà, c'est très intéressant et je laisse peut-être maintenant la parole à Michel. Ouais. Je ne vais pas tout faire C'est trop un long. avis partagé, peut-être, Michel. Oui, grosso modo. Alors, j'ai peut-être une chose. Je crois que le premier changement, c'est la dynamique de performance, parce que 2025, ça marquait le retour quand même de la surperformance des marchés européens, change ou pas inclus. C'est vrai que le dollar avait aidé, mais depuis de nombreuses années, la dynamique était plutôt favorable aux États-Unis. 2025, ça n'a pas été le cas. Donc, en revanche, effectivement, pas de changement au niveau de la valorisation, même la dynamique bénéficiaire. Enfin, les marchés européens sont toujours moins chers et, à mon avis, ils vont le rester pour les raisons que tu invoques, Armel. C'est vrai qu'il y a un différentiel de croissance. Et puis aussi, il faut bien aussi prendre en compte une différence de structure sectorielle avec une prédominance d'actions technologiques aux États-Unis qui, par nature, sont plus chères que les actions industrielles ou financières qui dominent en Europe. Et puis, une dynamique de révision de bénéfices qui est très forte aussi aux États-Unis. Moi, je crois que les freins, si on parlait de freins tout à l'heure, il me semble un peu psychologique. Moi, j'ai envie de dire que on parle beaucoup aux conseillers. L'Europe est pénalisée par une forme de défiance. C'est difficile, il faut reconnaître, c'est difficile d'investir sur un marché lorsque 3 années sur 4, moi c'est ce que j'ai observé sur les 20 dernières années, 3 années sur 4, l'Europe sous-performe les États-Unis. Et dans la tête des investisseurs, ce momentum-là, c'est un facteur assez prépondérant, ils n'y croient pas en fait. Or, sur les marchés actions, il faut essayer d'évacuer tous ces facteurs psychologiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des facteurs, comme l'a dit Ronald, des facteurs sur l'intelligence artificielle et notamment toute la monétisation de tous les investissements qui risquent de peser sur les indices américains un jour ou l'autre. Et puis d'un autre côté, on a effectivement de bonnes nouvelles en Europe, les plans de réindustrialisation ou tout ce qu'on peut appeler besoin davantage de souveraineté en Europe qui devrait favoriser les investissements sur notre vieux continent. Donc voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont favorables et essayer de se dégager tous ces freins un peu psychologiques, je pense, voilà, on a connu des périodes où l'Europe surperformait les États-Unis. Je me souviens des années 2000, où voilà, pendant plusieurs années de suite, les marchés européens surperformaient les marchés américains, de façon très notable d'ailleurs. D'accord. Écoutez, je pense qu'on voit quand même deux gérants pleinement convaincus du moment et de l'investissement sur les actions européennes. Est-ce que vous pouvez peut-être maintenant, pour parler un petit peu de vous, nous détailler un peu plus vos sociétés de gestion, les caractéristiques clés
des fonds que vous représentez, que ce soit au niveau de l'univers d'investissement, du portefeuille, qu'est-ce qui vous distingue réellement sur le marché? Et je voudrais juste, puisqu'on a évoqué, puisque tu as évoqué, Michel, la question du change en parlant aux États-Unis, ça m'a fait penser aussi. Dans votre univers d'investissement, l'Europe, c'est l'Europe avec du pound, c'est l'Europe avec du franc suisse. On parle de, juste Michel, si tu pouvais nous dire de quelle Europe on parle et nous indiquer sur le détail en fait de ton univers et des caractéristiques clés de ton fonds. Alors, bon, ben, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'Europe au sens large. Si on s'attache au fonds qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui, qui s'appelle donc Sansot Maxima, c'est un fonds qui, lui, en revanche, est concentré sur les actions de la zone euro. Donc, toutes les actions présentes dans le fonds sont libellées en euros. Et donc, par conséquent, le fonds ne supporte aucun risque de change. Pour revenir un petit peu sur comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'on crée de la valeur en sélectionnant les sociétés, bon, ben, on a chez Sansot Longchamp une approche qu'on qualifie de rationnelle et d'objective. On screen de façon très quantitative notre univers d'investissement qui est très large, c'est un univers qui est composé de plus de 500-600 valeurs environ. Et on les screen sur des axes assez rationnels, comme la valorisation, la croissance, la profitabilité, le momentum. Ce sont des choses qu'on regarde indépendamment les unes des autres pour avoir une vision aussi rationnelle. Parce qu'acheter une action, on ne l'achète pas uniquement parce qu'elle est pas chère ou uniquement parce qu'elle a un bon momentum. C'est un tout. Et on peut être investi sur une action qui est très chère parce qu'elle a d'autres caractéristiques qui sont très, très favorables. Ou inversement, sortir d'une action qui n'est pas chère parce que c'est un gouffre de valorisation. Plutôt une approche fondamentale pour Sansot, du coup. Non, au contraire, plutôt quantitative, comme tu le vois. Quantitative, ouais. On formalise vraiment cette approche sur des métriques. Sur des métriques assez précises. Donc, ça nous permet d'avoir une vision très, très objective des marchés. Après, le portefeuille, c'est la résultante d'une combinaison donc, de cette analyse quantitative avec aussi une analyse extra-financière qu'on mène dans un second temps pour raffiner le choix de valeur et pour constituer un portefeuille qui soit bien positionné aussi d'un point de vue extra-financier par rapport au marché. Voilà. Et donc, il nous semble chez Sansot que par cette méthodologie, en quelque sorte, on évite aussi pas mal de biais comportementaux qui, à mon avis, ont pas mal nui à la gestion active ces dernières années. Et pour parler d'un sujet qui intéresse souvent, enfin beaucoup de conseillers et beaucoup de nos investisseurs chez Sansot, à l'intérieur de ton portefeuille, ou de la société de gestion, tu as une approche sur la durabilité ou des critères ESG? Les premiers critères, comme je les indiquais, sont plus financiers, donc des caractéristiques d'analyse financière assez traditionnelles, assez classiques. Mais dans une seconde étape, une fois cette filtre est réalisé, on essaye de construire un portefeuille sur la base des valeurs les plus attractives financièrement, de construire un portefeuille qui soit d'un point de vue extra-financier cette fois, donc sur des critères plutôt ESG ou d'empreinte carbone ou de ces considérations, de construire un portefeuille qui soit supérieur à au positionnement du marché. Donc, on aura une note ESG supérieure à celle du marché, une empreinte carbone inférieure ou une exposition aux objectifs de développement durable supérieure également. D'accord. Donc, il y a véritablement cette combinaison des deux approches financières et extra-financières, parce qu'on a cette conviction chez Sansot qu'elle est créatrice de valeur. D'accord. Et de ton côté, Ronald, sur ce process et justement sur cette sélection d'entreprises? Oui, alors nous, de notre côté, là, Pardon? Non, pardon, excuse-moi. Ouais, non. Non, et nous, le fonds que l'on met en avant aujourd'hui, c'est notre fonds européen, donc Mirova, thématique européenne autonomie. Donc c'est vraiment un fonds européen au sens large, c'est-à-dire en intégrant donc le UK et la Suisse. C'est un fonds donc dont la thématique principale, et vous l'avez compris dans le titre, donc c'est vraiment la souveraineté européenne, hein, donner à l'Europe, retrouver son indépendance à la fois énergétique, technologique, industrielle. Et donc c'est un fonds plutôt
multi-thématique. On a 6 piliers vraiment au sein de ce portefeuille dans notre process d'investissement, et avec voilà, plutôt une approche fondamentale, une approche de conviction qui mêle nous aussi donc une analyse financière assez approfondie et mêlée à évidemment une analyse ESG. Donc chez Mirova, on cherche à faire de l'impact. Donc c'est un fonds qui était anciennement article 9 et qui va être article 8+, on va dire, dans la nouvelle réglementation SFDR, hein, qui est en cours de réflexion et de fabrication auprès des instances réglementaires. Donc on va rester toujours dans des standards au sein de Mirova ESG très élevés, mais qui vont nous permettre d'avoir un univers d'investissement assez large et d'adresser toutes ces thématiques d'investissement que l'on a évoquées, et de même que ce qu'on appelle la sécurité collective, donc aller sur des entreprises qui vont permettre de défendre nos démocraties et nos sociétés et notre autonomie en termes de sécurité. Donc voilà, donc c'est plutôt un univers d'investissement donc européen au sens large, avec une approche fondamentale. On a développé également un score autonomie qui nous permet, donc c'est un score propriétaire donc au sein de Mirova, donc de bien filtrer l'univers d'investissement qui part d'environ 650 entreprises, et on arrive à 250 entreprises en termes d'univers d'investissement, sur lequel donc c'est là où on va appliquer notre filtre d'analyse fondamentale et ESG, et on construit un portefeuille d'environ 50 à 60 valeurs maximum pour avoir des convictions sur les 6 piliers qui constituent voilà, la souveraineté européenne et la thématique de l'autonomie. D'accord. L'autonomie, quand tu dis l'autonomie, c'est aussi autonomie énergétique. C'est comment Tout à tu fait. peux concilier autonomie énergétique et ESG? On parle de quoi quand on Ah parle oui. d'autonomie énergétique? Enfin, excuse-moi, Non, je pose la question oui, tout parce à que fait. je me dis, bon, est-ce qu'on achète du pétrole en Non, pas du tout. Norvège Pas et du c'est tout. pas très... Non. Tout ce qui est énergie fossile est exclu évidemment du portefeuille. C'est vraiment une thématique d'investissement basée sur les énergies renouvelables, la production d'énergie verte, tout ce qui est également électrification. Donc là, c'est des entreprises qui vont permettre donc d'acheminer cette production d'énergie verte vers les différents acteurs qui en ont besoin. C'est également le développement des réseaux. Donc là, c'est vraiment le service aux collectivités et le développement de ces réseaux électrique et d'énergie. Voilà, donc c'est vraiment dans un cadre très contraint lié à l'ESG. Donc évidemment tout ce qui est pétrole ou tout ce qui est mine, ne font pas partie donc de l'univers d'investissement. D'accord. Et pour revenir sur Michel, qui, contrairement à Mirova, adopte une stratégie ou un processus d'analyse quantitatif, on a compris que c'était assez ESG aussi. En termes de construction de portefeuille, si on doit revenir là-dessus, au niveau du nombre de titres détenus et de gestion de risque et de style de gestion, chez Sanso, on est comment, Michel? Alors d'abord, c'est un portefeuille qui est un portefeuille d'actions éligible au PEA. On n'a pas de biais particulier. Oui, voilà, Ça, c'est bien, ouais. Une caractéristique importante de nos jours. Pas de biais de style particulier ni de taille. On cherche véritablement à surperformer. On a un indice de référence qu'on cherche à surperformer de façon assez active grâce à la mise en œuvre de 2 moteurs de performance. J'ai parlé du premier, donc de sélection de titres, mais on a aussi une gestion de l'exposition qui nous permet de faire varier l'exposition du portefeuille dans une fourchette de 70 à 130% pour essayer d'anticiper ou d'appréhender les différents environnements de marché. Et ça, c'est une approche qui est là aussi très quantitative et qui a le mérite de réduire le niveau de volatilité du portefeuille. J'ai envie de dire, mais il y a souvent une confusion entre gestion passive et gestion quantitative, hein. Même si l'approche, le stock picking qu'on met en œuvre là est très dirigée par un screening quantitatif, c'est vraiment une gestion active, parce qu'on a un objectif de tracking error qui est de l'ordre de 5% ex ante, donc c'est assez agressif en quelque sorte, ouais. Et une active share d'environ 75%, donc on a une quarantaine de lignes, et une philosophie qui est assez, encore une fois, assez rationnelle. On essaye de regarder les choses écrites. Et c'est vrai qu'on ne va pas visiter
les sociétés. Donc, on a ces deux sources de performance que sont stock picking et gestion de l'exposition qui se complémentent l'une l'autre. Le stock picking est évidemment prépondérant dans la génération de performance, mais la gestion de l'exposition permet notamment, comme en début d'année, lorsqu'on a des épisodes de volatilité, eh bien de mieux appréhender les phases de drawdown et de rebondir parfois de façon assez sensible malgré tout. Et tu gères comment ton exposition, par quel biais? Alors, c'est une approche au travers de contrats futurs, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un portefeuille de titres qui ne bouge pas, et le second moteur, celui de la gestion d'exposition, est totalement indépendant, il se traite au travers de produits dérivés. Ça nous amène grosso modo à générer une douzaine d'opérations par an à peu près, selon les configurations de marché. Bon, simplement, l'idée, c'est de réduire l'exposition au fur et à mesure que les marchés progressent, comme aujourd'hui par exemple. Le marché a bien progressé depuis le rebond du mois d'avril. Donc, on a à 2 reprises réduit l'exposition pour passer une première fois à 85, si je me souviens bien, et aujourd'hui à 77%, donc pas très loin du point bas, ce qui traduit quelque part un peu la prudence par rapport aux fortes progressions qu'on a eues ces dernières semaines. Et à l'inverse, si le marché corrige fortement, on revient rapidement sur le marché à différentes reprises pour éventuellement passer en niveau de surexposition jusqu'à un maximum de 130. D'accord. Au niveau des thématiques, enfin, au niveau juste pour revenir indirectement dans les fonds que vous représentez aujourd'hui, qui sont vraiment différents, est-ce que quand on voit Mirova qui nous parle de souveraineté, on suppose qu'il y a une petite thématique liée à la souveraineté européenne qui est jouée. Chez Sansot, est-ce qu'il y a une thématique que tu privilégies dans le portefeuille, Michel, ou c'est toute thématique, ton univers? Il n'y a pas une thématique particulière, c'est certain. Ce n'est pas aussi marqué que ce qu'a pu nous dire Ronald. Aujourd'hui, moi, quand je regarde le portefeuille, je vois 3 choses qui se détachent et qui, encore une fois, j'en ai parlé un petit peu au début, mais qui représentent bien les dynamiques sectorielles du marché européen. On a un secteur industriel en Europe qui est très, très fort, qui profite à la fois du momentum sur les valeurs de défense, même s'il a été un peu chahuté ces dernières semaines, et des valeurs de défense et aussi des plans de réindustrialisation dont les effets continuent de se déverser sur le secteur, dans la construction, le bâtiment, les infrastructures. Donc ça, c'est une thématique qui est assez représentée en portefeuille aujourd'hui. La deuxième, c'est peut-être les banques, effectivement, qui, du fait de niveau de taux, on n'est plus dans un contexte de taux bas, de taux nuls, voire négatifs, et ça, les banques, elles ne mettent pas beaucoup, et c'est vrai que la phase de remontée des taux a été très favorable aux banques, et elles en profitent toujours un petit peu. Ça me semble toujours très important, enfin une source de performance assez importante en portefeuille. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les utilities, qu'on aime bien, parce que la demande en électricité est sur une tendance qui me semble très forte, pour les raisons qu'on a indiquées. Donc, et ça, ce sont 3 secteurs, toujours pour faire la comparaison avec les États-Unis, sont vraiment 3 secteurs qui sont très bien présentés en Europe, bien plus qu'aux États-Unis, qui devraient permettre au marché européen de surperformer leurs homologues américains dans les mois qui viennent. Alors, je vois Ronald acquiescer, et c'est vrai que même si la souveraineté européenne, c'est un thème en soi, est-ce que chez Mirova, du coup, vous avez, vous, des thèmes porteurs, en fait, pour les anticipations de marché? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qu'a évoqué Michel? Et puis, on peut commencer à parler des anticipations de marché, c'est-à-dire en dehors des thèmes porteurs, est-ce que vous avez aussi des choses que vous surveillez un peu plus qu'auparavant? Quels sont les risques que vous anticipez? Les 2 questions en une, pour Ronald. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, non, mais alors je suis complètement d'accord avec Michel. Nous, nos thématiques d'investissement qui sont sur ce fonds-là, qui sont très thématiques et très liées effectivement à l'autonomie européenne, reprennent les éléments que Michel a évoqués. Donc l'électrification, donc nous on joue via le biais industriel, donc des câbliers par exemple pour acheminer la production d'énergie verte vers les différents acteurs, les utilities évidemment, les réseaux, et encore une fois les énergies renouvelables, tout
piliers évidemment technologiques, les semi-conducteurs. Donc là, on est sur un basculement complet de technologies et des besoins qui sont immenses, qui sont énormes face à l'offre qui est finalement assez faible, et donc des capacités donc pour ces acteurs à augmenter les prix, donc et avec des volumes qui sont en forte croissance, donc générer des résultats très importants. Et ce que peut-être le marché n'a pas anticipé, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, et ça pour les acteurs européens que l'on a en portefeuille, c'est vraiment des profils de croissance très forts. Également, je suis assez d'accord sur le secteur financier, notamment les banques, qui bénéficient d'un environnement de taux évidemment très porteur, mais qui aussi vont permettre de financer tous ces besoins d'investissement liés à la souveraineté européenne et liés au plan de relance majeur qu'a lancé l'Europe, et également, comme on le voit, le plan de stimulus aussi en Allemagne. Donc là, on a pas mal d'entreprises allemandes au sein du portefeuille qui viennent jouer cette thématique donc de relance de l'économie allemande, et qui va profiter à l'ensemble de l'Europe. Et donc c'est vraiment oui, ce que l'on peut surveiller en termes de risque, c'est évidemment l'évolution des taux quand même, qui sont évidemment très élevés, donc qui profitent à certains acteurs, comme on l'a dit juste avant, mais qui vont quand même être un élément à surveiller pour l'économie générale, pour l'évolution macroéconomique de l'Europe notamment. Et donc ça, c'est un élément à surveiller. Donc on a notamment les banques centrales qui sont aujourd'hui face à la montée de l'inflation, qui est un autre élément également à regarder, et qui pourrait monter leur taux. Donc nous, on pense que la hausse des taux en Europe aura lieu pour faire face à l'inflation, mais dans un cycle qui va être relativement modéré, une à deux hausses de taux maximum, parce que malgré tout, je pense que la Banque centrale ne veut pas casser le moteur économique de l'Europe. Et voilà. Et l'autre élément à surveiller, c'est évidemment la géopolitique. Si le détroit d'Ormuz venait à être libéré, si on avait un cessez-le-feu et un accord de paix dans cette zone du monde, ça aiderait grandement les marchés à poursuivre leur hausse. Et je pense que là, l'Europe, qui a quand même a souffert énormément de la hausse des prix du baril et des conséquences de ce conflit, a souffert donc un peu plus que les États-Unis de ce conflit. Pourrait rebondir assez fortement si on avait un accord. Voilà Michel, un peu les partagé. différents éléments. Oui, pardon. Non, c'est bon. Ah oui, sur les derniers points là, de rebond, c'est vrai que l'Europe a été davantage pénalisée par le conflit. Et donc voilà, il est probable, comme on le voit d'ailleurs dans une séance comme aujourd'hui même, l'Europe qui rebondit davantage que le reste du monde. Moi, j'ai envie de dire que dans une allocation patrimoniale, l'Europe a, au même titre que le Japon ou les émergents d'ailleurs, ça a vraiment un rôle diversifiant par rapport à un portefeuille purement américain. On a on peut invoquer aussi en Europe, d'un point de vue patrimonial, je ne veux pas me mettre à ta place, Armel, mais peut-être aussi une sorte de préférence domestique à privilégier les actifs régionaux au détriment des autres places, peut-être davantage de visibilité. Et puis, je ne peux pas m'empêcher non plus de penser qu'il y a une dimension de confiance, encore une fois, dans l'investissement. On investit sur un actif ou une zone, si on est confiant sur cet actif ou cette zone. Aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'on voit aux États-Unis, la confiance vis-à-vis des actifs américains, elle est plutôt attaquée du fait d'un président ou d'une administration pour le moins instable et imprévisible. Donc, voilà, une allocation significative à l'Europe, ça me semble aujourd'hui indispensable dans une allocation patrimoniale. Si j'ai bien compris ton point de vue, c'est de dire que une part de l'allocation sur l'Europe aujourd'hui, ou l'allocation européenne, elle est diversifiante des États-Unis parce qu'elle ne représente pas non plus les mêmes secteurs et du coup pas non plus les mêmes risques inclus. Oui, tout à fait, oui. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'aux États-Unis, aujourd'hui, en investissant sur les États-Unis, on est un petit peu monothématique, alors qu'en Europe, on a cette chance d'avoir une vision beaucoup plus multithématique. On a cité quelques exemples, mais on n'a pas parlé du luxe, par exemple. On a des leaders du luxe en Europe. Bon, alors ils sont un petit peu moins attractifs en ce moment.
C'est vrai que nous, on n'en a plus aujourd'hui, mais ça n'empêche que les sociétés sont toujours des leaders. On n'a pas parlé de technologie en Europe, mais on a quand même un leader mondial sur la zone européenne avec ASML, qui sont des titres tout à fait intéressants. Donc voilà, voilà, l'Europe est quand même davantage diversifiée. Donc dans une approche patrimoniale, ça me semble tout à fait intéressant d'y allouer des montants plus importants que la Plus logique. conséquent. Tu veux qu'on y aille? Voilà. Ouais. D'accord, Voilà, on y faut va y aller. gaiement et plutôt un investissement cœur de portefeuille et valorisation long terme. C'est un avis, je pense que tu partages, Ronald, sur Oui, oui, l'allocation européenne au sein du portefeuille. complètement, ouais, tout à fait. Je vais complètement dans le sens de Michel. Et moi, je pense que même, enfin, c'est pas mon métier d'être allocataire d'actifs, mais aujourd'hui, je surpondérerais effectivement complètement l'Europe. Je pense que c'est même presque aujourd'hui ou jamais, parce qu'en fait, on a vraiment un changement, à mon avis, un changement structurel très fort, hein, de la reprise en main de l'Europe. Et surtout de son destin, de ses besoins d'investissement, et de réduire ces fortes dépendances, hein, que l'on a. Et donc les États-Unis, finalement, merci Monsieur Trump, finalement, l'administration américaine nous pousse dans ce sens pour faire face à tous ces défis qui sont aujourd'hui vraiment fortement visibles et que tout le monde voit. Donc en tant qu'Européen, en tant que Français, en tant qu'Européen, aujourd'hui, on a presque pour aller dans le sens de Michel, c'est presque casser ce frein psychologique d'investir en Europe plutôt qu'aux US, mais c'est presque un devoir de citoyen presque européen d'aller investir dans nos entreprises européennes, dans nos capacités industrielles, dans nos capacités technologiques, dans nos infrastructures critiques, que ce soit énergétiques ou de matériaux de base, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de leaders, un ASML, je confirme, je suis tout à fait d'accord, un Air Liquide, dans le luxe, effectivement, et dans l'industrie, un Schneider Electric, etc. Toutes ces entreprises-là sont quand même des entreprises aujourd'hui qui sont des leaders mondiaux, et qui vont permettre de construire et d'investir dans cette autonomie européenne. Donc vraiment aujourd'hui, plus que jamais, surpondération de l'Europe, des multiples qui sont vraiment très attractifs, un cadre réglementaire, un cadre européen qui va vers la relance et qui va vers des aides financières pour aider nos secteurs industriels, technologiques et énergétiques. Donc vraiment, tout est réuni, tous les feux sont ouverts pour vraiment aujourd'hui surpondérer l'Europe, je pense, dans nos allocations d'investissement. Bien, merci à tous les deux pour cette qualité d'échange. Je vais essayer de résumer en espérant que j'ai tout bien compris, hein, sinon vous allez me couper. Mais si je retiens les éléments que vous m'avez partagés aujourd'hui, c'est que ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, US versus Europe, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ou 15 ans, et qu'aujourd'hui, on est en Europe relativement décoté, mais qu'on a des moteurs structurels, l'industrie, l'énergie, les technologies de niche type ASML ou autres, qui peuvent nous permettre de redessiner une croissance très importante. Pour reprendre l'expression de Michel, on a un frein psychologique plus qu'économique à l'investissement européen. À nous de lever ce frein puisque la surperformance américaine passée n'est sûrement pas de mise pour les jours à venir et qu'aujourd'hui on a des fondamentaux européens qui se sont vraiment renforcés et qui sont plus solides qu'aux États-Unis, surtout un secteur européen au sens large qui est beaucoup moins concentré que les États-Unis qui restent principalement technologiques. Ce que je retiens de notre discussion à deux, voire trois si j'y participe, c'est que aujourd'hui, vous pensez que l'Europe peut redevenir compétitive dans une allocation mondiale et qu'il convient pour nous d'aller nourrir un peu nos allocations de ces fonds européens, puisque les valorisations attractives aujourd'hui, la diversification de secteurs aux États-Unis, ça nous offre un rendement risque très attractif et qui est un pilier à part entière des allocations et non plus un complément à d'autres allocations.
Donc, ce que vous pensez, je pense, ce que vous avez essayé de nous retransmettre, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas un pari contrariant, l'Europe, c'est plutôt un marché en transition, solide, fiable, stable, et qui offre de la lisibilité pour la croissance et la surperformance à venir. À peu près, je pense avoir partagé vos J'ai envie de idées. rajouter juste un point, c'est aussi une dynamique de flux qu'on commence à voir en faveur de l'Europe. Et ça, les flux, c'est aussi quelque chose d'assez important qu'on peut observer Ouais. sur les ETF. Et donc, voilà, on a eu pendant une longue période des flux très en faveur des ETF investis MSCI World ou Standard & Poor's. Et depuis l'année dernière, on a clairement vu une inflexion à ce niveau-là pour investir un petit peu sur tout ce qui n'était pas américain, même. Il y avait peut-être quasiment un phénomène de rejet. Donc ça aussi, sont des choses qui sont importantes dans la dynamique, dans la dynamique des marchés. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux pour ces éclairages. Je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vais laisser la main peut-être à Pascal pour que tu nous expliques comment on peut retrouver une présentation un peu plus détaillée de Senso et de Mirova sur la plateforme Patrimeta. Merci Armel de ce passage de ballon. Bon, vous C'est la connaissez. saison, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que j'essaye de faire une introduction drôle, mais bon. Je vais vous partager mon écran et puis on va rentrer sur la plateforme. Alors j'espère que la technologie ne va pas m'abandonner. Pour vous présenter un petit peu mon écran, j'espère que vous le voyez. C'est bien. Alors là, on arrive effectivement sur la page d'accueil de Patrimeta. Donc, le concept, c'est simple, hein, c'est le Netflix des solutions d'investissement avec tout votre écosystème à portée de clic. Lorsqu'on va effectivement sur la partie exposant Patrimeta, on va retrouver nos sociétés de gestion qui sont tous par ordre alphabétique, hein, ce qui évite le push produit. Et lorsqu'on regarde effectivement ce qu'on va retrouver chez Mirova et Senso, il suffit d'appuyer sur un petit clic et puis par miracle, effectivement, on a un pop-up tout de suite pour nous présenter le produit que aujourd'hui Ronald a détaillé avec ce nouveau produit et les thématiques stratégiques qu'il a évoquées. Et on verra qu'on a une petite question d'ailleurs sur ce point, on reviendra sur ce thème. Et puis si vous voulez, vous rentrez dans le détail, vous allez aller directement dans la section produits, où là vous aurez le produit aussi qui est affiché. Vous pouvez détailler, retrouver toutes les caractéristiques à jour de l'ensemble des documents. À l'identique, si je me promène sur Senso, alors voilà, avec le nouveau graphisme du logo, vous rentrez directement sur le site. Vous allez pouvoir retrouver une petite vidéo sur le fond Senso Maxima avec une interview de Michel qui pourra rentrer aussi dans les détails. Et puis, si vous voulez retrouver plus d'informations sur le produit, il vous suffit de cliquer sur le produit. Vous avez un petit résumé et puis en vous précisant que le fonds est PEA. Et puis, bien sûr, ensuite, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'appuyer et puis vous allez retrouver effectivement tout le détail du produit. Voilà ce que l'on peut dire, hein, mais comme d'habitude, bien sûr, vous avez toute l'équipe commerciale qui est à votre disposition et puis vous pouvez communiquer avec eux, leur poser des questions lorsque vous n'avez pas l'agent conversationnel qui répond à ça. Pour aller au-delà, et si je me permets de garder 10 secondes, vous voyez que Patrimeta se lance dans les conférences physiques, puisqu'on va faire on va co-organiser notre premier rendez-vous qui poursuit un petit peu le débat qu'on vient d'avoir, notamment lorsque Ronald évoquait la partie autonomie stratégique de son fonds, on va organiser le 23 juin prochain les rencontres de la souveraineté. Donc Armel nous fait la joie d'animer une table ronde sur ce sujet.
On retrouvera effectivement un certain nombre d'acteurs que vous allez là. Sur tout ce qui est autonomie stratégique, on reviendra sur le thème évoqué par Michel sur la partie investir citoyen, hein, puisque Philippe Sedbon notamment interviendra sur ce sujet, puisque c'est un élément clé aujourd'hui. C'est pas la peine de nourrir les retraités américains, on peut nourrir aussi nos fonds de pension en investissement sur nos produits. Et donc ça se déroule le 23 juin. L'intérêt de cette conférence, c'est que pour chaque conseiller, il y a des heures validantes, puisqu'on a 4 heures validantes qui sont formées avec H24 Campus. Bon, voilà. Je ne vais pas au-delà, mais n'hésitez pas à venir sur le site et puis vous retrouvez toutes ces informations qui, je l'espère, vous seront particulièrement utiles. Alors, je conserve la main pour regarder si on a des questions sur le sujet qui nous sont posées. Alors, j'en ai une première pour Ronald, je l'évoquais tout à l'heure. Ronald a évoqué, mais très brièvement, la partie des 6 piliers. Oui. Est-ce que, Ronald, vous pouvez revenir dessus, puisque vous les avez pas cités, et est-ce qu'on peut les redétailler? Bien sûr. Oui, les 6 piliers, donc c'est 6 piliers de la souveraineté et de l'autonomie stratégique européenne, donc liés à l'énergie, hein, liés à la technologie, à la sécurité alimentaire aussi et sanitaire, donc tout ce qui est alimentation, santé, l'indépendance industrielle, la sécurité collective et le financement. Voilà, ça ce sont les 6 piliers qui vont constituer les 6 thématiques d'investissement du portefeuille européen d'autonomie. Voilà, et j'avais une question aussi sur Michel, mais il en a parlé un peu pourtant, sur les paris sectoriels, sur l'univers d'investissement. Michel, si vous pouvez revenir dessus. Alors oui, c'est intéressant parce que le fonds s'attache à sélectionner des valeurs, mais pas vraiment des secteurs. Alors, j'ai parlé de thématiques. C'est vrai qu'à l'intérieur des secteurs, quand on voit le secteur industriel, il y a vraiment différentes thématiques à l'intérieur. Dans le secteur financier, il y a des banques, il y a des assurances. On a des préférences à l'intérieur de ces gros secteurs, mais d'un gros secteur à l'autre, on n'a pas véritablement de préférence et on préfère garder une neutralité là-dessus, tout simplement parce que voilà, c'est vraiment ça génère une dimension de risque qui me semble très importante et il faut reconnaître que c'est assez aléatoire. Enfin, d'aller parier sur un secteur. J'ai envie de donner l'exemple de cette année qui aurait mis beaucoup de capitaux sur le secteur de l'énergie et des valeurs pétrolières qui ont très très bien fonctionné dans toute une première partie de l'année et qui en serait sorti au bon moment. Voilà, le timing des secteurs me semble quelque chose d'assez aléatoire et on ne préfère pas faire ça. Donc, on a une certaine forme de neutralité sur les gros secteurs, ce qui ne nous empêche pas d'aller mettre un peu plus de poids à l'intérieur de chacun de ces gros secteurs sur certaines thématiques, comme je l'ai indiqué, donc banque, fournisseurs d'électricité ou valeurs industrielles. Parfait, merci. Bon, Armelle. Moi, j'ai posé déjà pas mal de questions, donc je pense que ça va. Après, ce que je trouve intéressant, c'est finalement d'avoir quelque chose qui est diversifié. Ce qui me fait peur, c'est le manque d'IA, mais en même temps, l'IA aujourd'hui, c'est très haut, et quand on voit ce qui se passe avec SpaceX, je suis pas sûre que ce soit que des bonnes idées. Et finalement, je me dis que le secteur industriel, d'après le discours de nos gérants, mais c'est quelque chose que je pense aussi en fond, c'est que finalement, toute cette nouvelle technologie va dérouler et découler sur le secteur industriel qui va profiter de gains d'énergie, de gains de productivité. Et finalement, c'est peut-être là qu'il y a les meilleures performances à attendre puisque eux n'en ont pas encore bénéficié. Mais voilà, c'est un avis très personnel et qui n'est pas du tout l'avis d'un gérant, donc c'est mieux de ne pas l'écouter. Bon. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur ce sujet. Merci. Il me reste à vous remercier. Merci Armelle. C'est aussi, excuse-moi, mais il ne faut pas oublier quand même notre recherche de performance. Voilà, c'est un univers qui est performant. Les performances des 2-3 dernières années ont été assez fortes sur le segment européen. Le marché européen fait plus de 20% l'année dernière. Voilà, et on est à plus de 8 cette année sur certains, enfin globalement.
Voilà, il y a de la performance aussi en Europe, hein. Je crois qu'on a toujours cette image un peu négative du marché européen. Je pense qu'il est temps de changer, comme le disait Ronald. C'est le moment ou jamais. Et l'intérêt, c'est que c'est en euros. En plus. Bon, merci à vous toutes et tous de nous d'avoir partagé votre vision sur cette classe d'actifs qui est déterminante à la fois pour nous aujourd'hui et pour nos enfants demain. Donc, je pense que c'est un élément clé. On reviendra sur ces sujets parce qu'ils sont clés. En tout cas, nous, c'est une approche qu'on a chez Patrimeta. Effectivement, on fait des tours d'horizon complets de toutes les classes et de toutes les thématiques, mais celle-là nous tient particulièrement à cœur. Il me reste à vous remercier pour la qualité des échanges. Et puis, je vous souhaite à très bientôt pour de futures conférences. Merci à Mirova, merci à Sanso et merci à Armel chez Cara maintenant pour toute cette animation. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci, très bonne journée.